Chaque atome de votre corps accomplit l'impossible en ce moment même. En cette seconde précise, des billions d'électrons violant les lois immuables de la physique. Et c'est précisément grâce à cette violation que vous êtes en vie. Bien plus, la physique classique a prononcé une condamnation à mort contre la matière il y a de cela 100 ans. Selon les équations auxquelles tout obéit autour de nous, de la chute des pommes à la rotation des planètes, les atomes ne peuvent exister plus d'un 100 milliardième de seconde. Pendant ce laps de temps, la lumière parcourt 3 centimètres. Pendant ce temps, l'électron devrait s'écraser sur le noyau et la matière devrait s'effondrer dans le néant. Mais vous lisez ces lignes, votre cœur bat, les étoiles brillent. Pourquoi l'univers est-il encore là? Parce qu'au niveau le plus fondamental de la réalité agissent des lois que la physique classique avait déclarées impossibles. Aujourd'hui, nous allons révéler le secret du plus grand sauvetage de l'histoire de la science, le secret de la façon dont la nature a trompé ses propres règles et a permis à tout ce que nous connaissons d'exister. Abonnez-vous à la chaîne et mettez un pouce bleu pour ne pas manquer d'autres histoires sur la façon dont notre impossible univers est agencé. Aujourd'hui, nous apprendrons pourquoi la physique classique a eu tort sur la question la plus importante. Début du XXe siècle. Ernest Rutherford mène une expérience qui changera à jamais notre compréhension de la matière. Il bombarde une fine feuille d'or avec des particules alpha, s'attendant à les voir traverser presque sans déviation. Si l'atome était ce que l'on imaginait alors, un pudding au raisin, où la charge positive est étalée dans tout le volume et les électrons incrustés comme des raisins secs, alors les lourdes particules alpha auraient dû passer au travers, en ne déviant que légèrement, mais l'incroyable se produisit. La plupart des particules traversaient effectivement, mais certaines rebondissaient en arrière, comme si elles heurtaient un mur invisible. Rutherford dira plus tard que c'était aussi incroyable que si vous aviez tiré un boulet de canon sur une feuille de papier et qu'il avait rebondi pour vous frapper au visage. Qu'est-ce qui pouvait forcer une particule lourde à faire demi-tour à 180 degrés? Une seule chose, quelque chose de très petit et d'incroyablement dense, le noyau. Ainsi naquit le modèle planétaire de l'atome. Un minuscule noyau chargé positivement au centre, autour duquel tournent les électrons, comme des planètes autour du Soleil. C'était une belle image, élégante, intuitivement compréhensible. Nous savions déjà comment fonctionne la gravité dans le système solaire. Donc, l'attraction électrostatique devait fonctionner de la même manière, sauf qu'à la place de la gravité agit la force de Coulomb. L'électron est attiré par le noyau chargé positivement, mais sa vitesse orbitale crée une force centrifuge qui équilibre l'attraction. Équilibre, stabilité, mouvement perpétuel. Tout est logique, tout est clair. Seulement voilà, il y avait un problème. Un petit détail insignifiant qui transformait ce beau modèle en catastrophe. L'électron, contrairement à une planète, possède une charge électrique, et cette charge change tout. Imaginez un manège. Vous êtes assis sur un cheval qui tourne en rond. Vous êtes constamment tiré vers le centre, mais la force centrifuge vous maintient en place. Vous pouvez tourner ainsi des heures si le manège ne s'arrête pas. Maintenant, imaginez qu'à chaque fois que vous faites un tour, vous criez, et ce cri emporte votre énergie. À chaque tour, vous devenez plus faible. À chaque tour, il vous reste de moins en moins de force pour tenir, et à un moment donné, vous tomberez simplement du cheval vers le centre du manège. C'est exactement ce qui, selon la physique classique, devrait arriver à l'électron. Il ne tourne pas simplement autour du noyau, il tourne avec une accélération, car le mouvement circulaire est un changement constant de direction de la vitesse, et donc une accélération constante vers le centre. Et c'est là
qu'entrent en jeu les équations de Maxwell, les lois de fer de l'électrodynamique qui régissent tout l'électromagnétisme dans l'univers. Les équations de Maxwell furent le triomphe du XIXe siècle. Elles ont unifié l'électricité et le magnétisme en une seule théorie. Elles ont prédit l'existence des ondes électromagnétiques et ont montré que la lumière est une onde dans le champ électromagnétique. Ces équations fonctionnaient sans faille. Elles décrivaient les ondes radio que l'on commençait à utiliser pour communiquer. Elles expliquaient pourquoi les antennes émettent des signaux. Elles avaient été vérifiées par des milliers d'expériences et n'avaient jamais échoué. Et voilà que ces mêmes équations, cette pierre angulaire de la physique, prononçaient contre l'atome de Rutherford un arrêt de mort, car des équations de Maxwell découlait une conclusion absolument univoque. Toute charge se déplaçant avec une accélération est obligée d'émettre des ondes électromagnétiques. Obligée, sans exception, sans variante. Ce n'est pas une supposition, c'est une inévitabilité mathématique. L'électron, sur son orbite, accélère constamment vers le centre de l'atome, ce qui signifie qu'il est obligé de rayonner. En émettant des ondes, il perd de l'énergie. En perdant de l'énergie, il doit perdre de la vitesse. En perdant de la vitesse, il ne peut plus maintenir son orbite. L'orbite se contracte, l'électron se rapproche du noyau. En se rapprochant, il accélère encore plus fort. En accélérant plus fort, il émet de l'énergie encore plus intensément. En la cédant plus vite, il perd de la vitesse encore plus rapidement. Une spirale de la mort, inarrêtable, implacable, qui ne peut se terminer que par une seule chose, un effondrement total. L'électron s'écrasera sur le noyau et l'atome cessera d'exister. Les physiciens ont même calculé combien de temps cela prendrait. Les calculs étaient simples et impitoyables. Ils ont pris l'énergie de l'électron sur l'orbite, ont pris la puissance du rayonnement selon la formule de Larmor, ont divisé l'un par l'autre et ont obtenu la durée de vie de l'atome. Et ce temps s'est avéré insignifiant. Un 100 milliardième de seconde, moins qu'il n'en faut à la lumière pour traverser un cheveu humain. En ce temps-là, l'électron devrait épuiser toute son énergie et tomber sur le noyau. Pensez à ce que cela signifie. Chaque atome de votre corps aurait dû s'effondrer dans le néant avant même que vous n'ayez eu le temps de cligner des yeux. Chaque atome de cette planète, du Soleil, des galaxies que nous voyons au télescope, la matière ne peut pas être stable. L'univers ne peut pas exister plus d'un instant, mais vous êtes toujours là. Vous respirez. Vos atomes tiennent ensemble depuis déjà des milliards d'années. La physique classique s'est heurtée à ce qu'il était impossible d'ignorer. La réalité refusait de se soumettre à ces lois. Les atomes existaient, des atomes stables, indestructibles, têtus, qui, selon toutes les règles de la physique classique, n'auraient pas dû subsister une fraction de seconde. Et ce n'était pas simplement la crise d'une théorie, c'était la crise de toute la vision scientifique du monde. Soit les équations de Maxwell, vérifiées par des milliers d'expériences, sont fausses, soit l'atome de Rutherford, confirmé par des observations directes, est impossible. Soit la physique classique ne fonctionne pas au niveau des atomes, soit la réalité est agencée tout à fait différemment de ce que nous pensions. La situation exigeait une solution radicale, et cette solution vint d'un jeune physicien danois nommé Niels Bohr. En 1913, il fit quelque chose d'incroyable. Il n'a pas essayé d'expliquer pourquoi l'électron ne rayonne pas. Il le lui a simplement interdit. Sérieusement, Bohr a formulé un postulat qui sonnait à peu près comme ceci. Dans l'atome, il existe des orbites particulières sur lesquelles l'électron n'émet pas d'énergie. Pourquoi n'émet-il pas? Parce qu'il n'émet pas. Pourquoi existe-t-il précisément de telles orbites? Parce qu'elles existent. Ce n'était pas une explication,
C'était un ultimatum à la nature. Bohr a, en fait, dit « Écoute, l'univers, je ne sais pas comment tu fais, mais puisque les atomes existent, cela signifie qu'il y a des orbites où il n'y a pas de rayonnement. Point final. Fin de la discussion. Et vous savez quoi? Cela a fonctionné. Bohr a pris une idée simple. Si l'électron se trouve sur des orbites déterminées, cela signifie que son énergie ne peut prendre que certaines valeurs discrètes. Pas n'importe lesquelles, mais seulement des valeurs concrètes, quantifiées. L'électron peut être sur la première orbite avec une énergie de 1, ou sur la deuxième avec une énergie de 2, ou sur la troisième, mais il ne peut pas être entre elles. Il n'y a pas d'états intermédiaires. Soit ici, soit là. Le passage se fait uniquement par saut. Et lorsque l'électron saute d'une orbite à une autre, il émet ou absorbe un quantum d'énergie égal à la différence d'énergie des orbites. Un quantum, un photon, avec une fréquence qui est déterminée par cette différence d'énergie. Bohr appliqua cette idée à l'atome d'hydrogène, l'atome le plus simple, un proton et un électron. Il calcula quelles orbites devaient être permises, quelles énergies leur correspondaient, quelles fréquences étaient émises lors des transitions, et le résultat fut stupéfiant. Les formules de Bohr coïncidaient exactement avec les données expérimentales sur le spectre de l'hydrogène. Les physiciens savaient depuis longtemps que les atomes n'émettent de la lumière qu'à des fréquences strictement déterminées. Chauffez de l'hydrogène, et il brillera en rouge, turquoise, violet, seulement ces couleurs, aucune autre. Les lignes dans le spectre sont nettes, comme un code-barre. Il y avait même une formule empirique, la formule de Balmer qui décrivait ces lignes, mais personne ne comprenait d'où elles venaient. Pourquoi l'atome rayonne précisément à ces fréquences? Pourquoi pas à d'autres? Bohr donna la réponse. Parce que l'électron se trouve sur des orbites déterminées, parce que les transitions entre les orbites donnent des portions d'énergie strictement déterminées, parce que chaque ligne dans le spectre est le passage d'un électron d'une orbite à une autre. Il n'a pas simplement expliqué le spectre de l'hydrogène, il a dérivé la formule de Balmer à partir des premiers principes, de ses postulats. Et plus encore, il a calculé la constante de Rydberg, une constante fondamentale qui entre dans cette formule. Il l'a calculée à partir de grandeurs physiques connues, la charge de l'électron, sa masse, la constante de Planck. Tout concordait. Chaque ligne, chaque fréquence, avec une précision incroyable. Ce fut un triomphe. Bohr devint un héros. Son modèle de l'atome entra dans tous les manuels. Mais il y avait un problème, un énorme problème fondamental que les physiciens honnêtes ne pouvaient ignorer. La théorie de Bohr fonctionnait, mais elle n'avait pas de sens. Réfléchissez à ce qu'il a fait. Il a pris la mécanique classique qui dit que l'électron se déplace et y a accolé des conditions quantiques qui disent que l'électron est sur des orbites déterminées. Il a pris l'électrodynamique de Maxwell, qui dit qu'une charge accélérée est obligée de rayonner, et y a accolé un postulat qui dit que, sur les orbites stationnaires, l'électron ne rayonne pas. Pourquoi? Personne ne le savait. Bohr lui-même admettait que sa théorie était une béquille. Elle fonctionne pour l'hydrogène, elle fonctionne même pour certains autres atomes simples. Mais elle ne peut pas expliquer pourquoi ces orbites stationnaires existent. Elle ne peut pas expliquer pourquoi il n'y a pas de rayonnement sur celles-ci. Elle ne peut pas prédire les spectres des atomes complexes. Elle ne peut pas expliquer les molécules. Elle est contradictoire, incohérente, artificielle. Les physiciens comprenaient que la théorie de Bohr n'était pas la réponse définitive. C'était une rustine temporaire, une allusion au fait que la réalité est agencée différemment,
mais pas une explication de comment exactement. Il fallait une vraie théorie. Une théorie qui n'interdisait pas simplement à l'électron de tomber sur le noyau, mais expliquait pourquoi il ne peut pas le faire. Une théorie qui montrerait que les orbites stationnaires ne sont pas une restriction arbitraire, mais une conséquence inévitable des lois fondamentales de la nature. Et cette théorie arriva. Elle s'appelait la mécanique quantique. Et elle renversa tout ce que nous pensions de la réalité, car il s'avéra que l'électron n'est absolument pas une petite bille tournant autour du noyau. L'électron est une onde. Non, attendez, l'électron est une particule. Non, un instant. L'électron est à la fois onde et particule. Et en réalité, l'électron n'est même pas un objet au sens habituel du terme. Début des années 20 du XXe siècle. Louis de Broglie avance une idée folle. Si la lumière, que nous considérions comme une onde, se comporte comme une particule, le photon, alors peut-être que l'électron, que nous considérons comme une particule, se comporte comme une onde. Peut-être que chaque particule a une onde qui lui est associée. De Broglie proposa une formule qui liait l'impulsion de la particule à sa longueur d'onde. Plus l'impulsion est grande, plus l'onde est courte. Pour les objets ordinaires avec leur masse et vitesse énormes, cette onde est si courte qu'il est impossible de la remarquer. Mais pour l'électron, léger et rapide, l'onde devient comparable aux dimensions de l'atome, et alors, les propriétés ondulatoires commencent à dominer. Les expériences l'ont confirmé. Des électrons passés à travers une fente étroite créaient une figure d'interférence, exactement la même que celle que crée la lumière. Les ondes passant par la fente divergent, se superposent, se renforcent à certains endroits et s'annulent à d'autres. Les électrons se comportaient comme des ondes, mais ils laissaient aussi des traces ponctuelles sur l'écran, comme des particules. Un électron, un point. Mais si l'on fait passer beaucoup d'électrons, les points forment une image ondulatoire. Comment est-ce possible? Werner Heisenberg trouva la réponse, mais cette réponse était encore plus étrange que la question. Il formula le principe d'incertitude. Et ce principe affirmait quelque chose de stupéfiant. Vous ne pouvez pas connaître simultanément avec précision la position d'une particule et sa vitesse. Non pas parce que vos instruments ne sont pas assez précis, non pas parce que vous mesurez mal, mais parce que la nature elle-même ne permet pas à une particule d'avoir simultanément une position précise et une vitesse précise. C'est une limitation fondamentale de la réalité. Plus vous déterminez avec précision où se trouve l'électron, moins sa vitesse devient définie. Plus vous mesurez précisément sa vitesse, plus sa position devient floue. Le produit des incertitudes ne peut être inférieur à une certaine valeur liée à la constante de Planck. Ce n'est pas un défaut technique, c'est une loi de la nature. Pourquoi? Parce que l'électron est une onde. Imaginez une onde sonore. Pour déterminer précisément sa fréquence, vous devez l'écouter assez longtemps. Un claquement bref n'a pas de fréquence nette. Il a un large spectre, mais une longue note tenue a une fréquence précise. Cependant, vous ne pouvez plus dire à quel moment précis du temps cette note a résonné. Elle est étalée dans le temps. C'est la même chose avec l'électron. Si vous voulez qu'il ait une vitesse précise, cela signifie que son impulsion doit être précisément définie, et l'impulsion est liée à la longueur d'onde. Une longueur d'onde précise signifie que l'onde doit être étendue dans l'espace. Beaucoup de cycles d'oscillation. Mais alors, l'électron est étalé dans l'espace. Sa position est indéterminée. Si par contre, vous voulez localiser précisément l'électron, vous devez comprimer son onde en un petit paquet. Mais un paquet d'ondes court est un mélange de différentes longueurs d'onde, de différentes impulsions.
L'incertitude de l'impulsion augmente. Ce n'est pas de la philosophie, c'est des mathématiques. Erwin Schrödinger a écrit une équation qui décrit comment l'onde de l'électron évolue dans le temps. L'équation de Schrödinger. La solution de cette équation, les fonctions d'onde, donne une description complète de l'état du système quantique. La fonction d'onde n'est pas simplement une onde au sens ordinaire, c'est une onde de probabilité. Le carré de la fonction d'onde en chaque point de l'espace donne la probabilité de trouver l'électron à cet endroit. L'électron ne se trouve pas en un point concret avant la mesure. Il est étalé sur toutes les positions possibles. Cela ne signifie pas que nous ne savons simplement pas où il est. Cela signifie qu'il n'a réellement pas de position définie. Il existe comme un nuage de probabilité. Et seulement quand vous effectuez une mesure, l'onde s'effondre et l'électron apparaît à un endroit concret. Avant la mesure, il est partout et nulle part à la fois. Maintenant, appliquons cela à l'atome. L'électron, dans l'atome d'hydrogène, est décrit par une fonction d'onde. Schrödinger résolut son équation pour l'électron dans le champ du noyau et obtint un ensemble de fonctions d'onde possibles. Chacune correspond à un état énergétique déterminé. Et c'est là que la magie opère. Il s'avéra que n'importe quelle onde ne peut pas exister dans l'atome. Seulement, les ondes, qui tiennent un nombre entier de fois sur l'orbite. Imaginez une corde de guitare. Elle peut osciller à certaines fréquences. Le ton fondamental, quand toute la corde oscille comme une seule moitié d'onde. La première harmonique, quand la corde se divise en deux moitiés et que chacune oscille. La deuxième harmonique, 3 moitiés d'onde, et ainsi de suite. Vous ne pouvez pas forcer la corde à osciller à une fréquence intermédiaire. Soit elle oscille par un nombre entier de demi-ondes, soit elle s'amortit rapidement. C'est la même chose pour l'électron dans l'atome. Son onde doit s'inscrire un nombre entier de fois pour être stable. Sinon, l'onde interférera avec elle-même et s'annulera elle-même. Et cela explique les orbites stationnaires de bord. Elles n'étaient pas une restriction arbitraire, elles étaient la conséquence de la nature ondulatoire de l'électron. L'électron ne peut pas se trouver n'importe où, parce que son onde doit être en accord avec elle-même. Seules certaines orbites permettent à l'onde d'être stable. Et sur ces orbites, l'électron ne rayonne pas, non pas parce que cela lui est interdit, mais parce que son onde est stationnaire. Elle ne change pas avec le temps. La distribution de probabilité reste constante. Pas de changement, pas de rayonnement. La physique classique avait raison sur le fait qu'une charge accélérée doit rayonner. Mais l'électron, dans un état stationnaire, n'est pas une charge accélérée au sens classique. Il ne bouge absolument pas sur une orbite. Il existe comme une onde stationnaire autour du noyau. Oui, le carré de sa fonction d'onde donne une distribution de probabilité, et cette distribution a une forme semblable à une orbite. Mais ce n'est pas une trajectoire. C'est une région où l'électron peut être détecté, et cette région ne change pas, c'est l'état stationnaire. Et maintenant, revenons au problème initial. Pourquoi l'électron ne tombe-t-il pas sur le noyau? La physique classique disait qu'il doit tomber, parce qu'il est attiré par le noyau et perd de l'énergie en rayonnement. La mécanique quantique répond « il ne peut pas tomber », car cela violerait le principe d'incertitude. Si l'électron tombait sur le noyau, cela signifierait que sa position est connue avec précision. Il est dans le noyau, en un point, mais alors, l'incertitude de sa position deviendrait très petite. Et selon le principe d'incertitude, cela signifie que l'incertitude de son impulsion devrait devenir très grande. L'électron commencerait à s'agiter à des vitesses énormes dans toutes les directions. Son énergie cinétique monterait en flèche jusqu'au ciel. Énergétiquement,
c'est extrêmement défavorable. La nature tend vers le minimum d'énergie. Et le minimum est atteint non pas quand l'électron est dans le noyau, mais quand il est étalé dans une région de la taille de l'ordre du rayon de Bohr. Voilà la véritable raison de la stabilité de l'atome. Le principe d'incertitude ne permet pas à l'électron de se localiser trop fortement. Il est forcé de rester dans un état étalé, et dans cet état, son énergie moyenne est minimale. Tenter de pousser l'électron plus près du noyau demanderait de dépenser de l'énergie pour augmenter son énergie cinétique, à cause de la croissance de l'incertitude de l'impulsion. L'atome est stable non pas en dépit des lois de la physique, mais grâce à elles. Les lois quantiques, qui à première vue semblent étranges et illogiques, sont en réalité les seules qui permettent à la matière d'exister. La physique classique menait à l'effondrement. La mécanique quantique donne la stabilité. L'univers existe parce qu'il est quantique. Si le monde microscopique obéissait aux lois classiques, nous n'aurions pas existé un seul instant. Mais le monde quantique est agencé autrement, et cela sauve tout. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car la nature ondulatoire de l'électron engendre encore une étrangeté qui détermine toute l'apparence de notre univers. Oubliez tout ce que vous avez vu dans les manuels. Ces cercles soignés avec des lignes d'orbite, des électrons comme des perles sur un fil, des trajectoires nettes autour du noyau. Tout cela est un mensonge. Un mensonge commode, compréhensible, mais absolument faux. L'atome réel a une apparence tout à fait différente. Et pour comprendre à quoi il ressemble vraiment, nous devrons renoncer complètement aux images habituelles. L'électron dans l'atome n'est pas une bille tournant sur une orbite. C'est un nuage flou et diffus de probabilité qui enveloppe le noyau. Imaginez du brouillard autour d'un lampadaire, dense près de la source de lumière et devenant de plus en plus raréfié à mesure qu'on s'éloigne. Seulement ce brouillard n'est pas constitué de gouttelettes d'eau. C'est un brouillard mathématique, un nuage de chance de trouver l'électron en chaque point concret de l'espace. La fonction d'onde de l'électron décrit ce nuage. En chaque point de l'atome, elle a une valeur déterminée. Élevez cette valeur au carré et vous obtiendrez la densité de probabilité de trouver l'électron précisément ici, précisément dans ce minuscule volume d'espace. Là où la fonction d'onde est grande, le nuage est dense, haute chance de détection. Là où elle est petite, le nuage est raréfié, faible chance. Et là où elle est égale à 0, l'électron n'y est absolument jamais, en aucune circonstance. Cela ne signifie pas que nous ne savons simplement pas où est l'électron. Avant la mesure, l'électron n'est en aucun point. Il est étalé sur tout le nuage. Il existe simultanément partout où sa fonction d'onde est différente de 0. Cela semble insensé, mais c'est confirmé par chaque expérience. L'électron manifeste une interférence avec lui-même, une seule particule, passant par deux fentes simultanément. Comment est-ce possible s'il se trouve à un endroit concret? Le nuage le plus simple, l'état fondamental de l'atome d'hydrogène, a une forme sphérique, avec la plus grande densité de probabilité près du noyau. Ensuite, elle diminue doucement dans toutes les directions. Cela s'appelle l'orbital S, une région en forme de boule où l'électron passe la plupart du temps. Mais le temps ici n'est pas tout à fait le bon mot. Mieux vaut dire une région où, lors d'une mesure, la probabilité de trouver l'électron est la plus élevée. L'état suivant, une énergie plus élevée, donne des formes plus complexes. L'orbital P a la forme d'un 8 en volume, deux lobes étirés le long de l'un des axes de coordonnées. L'électron est étalé entre eux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'entre les lobes, il y a un plan où la fonction d'onde est égale à 0, un plan nodal.
L'électron ne le traverse jamais. Il peut être dans un lobe ou dans l'autre, mais jamais dans le plan entre eux. Des énergies encore plus élevées donnent des orbitales D, des orbitales F. Les formes deviennent de plus en plus alambiquées. 4 lobes, 8 lobes, des figures géométriques complexes ressemblant à des fleurs ou des flocons de neige. Ces orbitales, ces nuages de probabilité déterminent toute la chimie de l'univers. Lorsque 2 atomes se rapprochent, leurs nuages électroniques commencent à se chevaucher. Si le chevauchement est favorable, les nuages fusionnent, formant une orbitale moléculaire. Les électrons sont maintenant étalés entre les 2 noyaux. C'est la liaison chimique. Si le chevauchement est défavorable, les nuages se repoussent, les atomes ne se lient pas. La forme de l'orbitale détermine quels atomes peuvent se lier, sous quel angle, dans quelle configuration. Toute la chimie organique, toute la biologie, toute la vie dépend de la façon dont ces nuages de probabilité interagissent les uns avec les autres. Chaque molécule de votre corps, chaque protéine, chaque chaîne d'ADN est le résultat de la façon dont les nuages quantiques d'électrons ont décidé de se chevaucher d'une certaine manière. Mais voici ce qui est vraiment frappant. Dans les atomes multiélectroniques, les atomes plus lourds que l'hydrogène, il y a beaucoup d'électrons. Et ils doivent tous se placer d'une manière ou d'une autre dans l'atome, chacun avec son nuage, avec son orbitale. Il semblerait que tous les électrons devraient occuper l'orbitale la plus basse, l'état avec l'énergie minimale. La nature tend vers le minimum d'énergie, n'est-ce pas? Tous les électrons dans l'atome de carbone devraient s'entasser sur une seule orbitale S, serrée contre le noyau le plus possible. L'énergie serait minimale, l'atome serait au maximum de sa stabilité. Mais cela ne se produit pas. Et la raison réside dans un autre principe fondamental de la mécanique quantique, le principe d'exclusion de Pauli. Ce principe affirme quelque chose de tout à fait incroyable. 2 électrons ne peuvent pas se trouver dans le même état simultanément. Non pas parce qu'ils sont à l'étroit, non pas parce qu'ils se repoussent, mais simplement parce que la nature l'interdit. Une loi fondamentale, qui n'a pas d'analogue en physique classique. L'état de l'électron dans l'atome est décrit par 4 nombres quantiques. Le nombre quantique principal détermine le niveau énergétique. Le nombre quantique orbital détermine la forme de l'orbitale. Le nombre quantique magnétique détermine l'orientation de l'orbitale dans l'espace, et le nombre quantique de spin détermine la direction de la rotation interne de l'électron. Le spin peut être soit vers le haut, soit vers le bas. 2 variantes. Le principe de Pauli dit « Aucun couple d'électrons dans l'atome ne peut avoir le même ensemble des 4 nombres quantiques. Au moins un doit différer. Cela signifie que sur une orbitale, il peut y avoir au maximum 2 électrons. Et seulement si leurs spins sont opposés. Un spin vers le haut, l'autre vers le bas. Alors, les nombres quantiques de spin diffèrent, et le principe de Pauli n'est pas violé. Mais un 3e électron, même si énergétiquement c'est avantageux, même s'il y a plein de place, la nature dit non. L'atome d'hélium, 2 électrons, tous 2 sur l'orbitale S la plus basse, la plus avantageuse. L'un avec un spin haut, l'autre avec un spin bas. L'orbitale est remplie. L'atome de lithium, 3 électrons, 2 sur l'orbitale inférieure, et le 3e, il lui est interdit d'y aller. Principe de Pauli. Il est forcé d'occuper l'orbitale suivante avec une énergie plus élevée. L'atome de carbone, 6 électrons, 2 sur la première orbitale S, 2 sur la deuxième orbitale S, et 2 autres commencent à remplir les orbitales P, et ainsi de suite. Dans tout le tableau de Mendeleïev,
les électrons sont forcés de remplir les orbitales couche par couche, niveau par niveau, parce que le principe de Pauli ne les laisse pas tous aller au niveau inférieur. C'est précisément pour cela que les atomes des différents éléments ont des propriétés différentes. C'est précisément pour cela qu'existe le tableau périodique. C'est précisément pour cela que le sodium est actif et le néon inerte. Tout cela à cause de la façon dont les électrons sont répartis sur les orbitales. Et ils sont répartis ainsi à cause du principe de Pauli. Mais il y a encore une conséquence plus profonde de ce principe. Une conséquence qui détermine la texture même de la réalité dans laquelle nous vivons. Pourquoi la matière est-elle solide? Sérieusement, pensez-y. Les atomes sont constitués à 99% de vide. Un noyau minuscule au centre, des nuages électroniques à une distance énorme de lui. Entre eux, il n'y a rien. Le vide absolu. Alors pourquoi, quand vous appuyez votre main sur la table, la main ne passe-t-elle pas au travers? Pourquoi les atomes de votre main ne traversent-ils pas le vide des atomes de la table? La physique classique ne peut pas donner de réponse satisfaisante. Oui, il y a la répulsion électrostatique. Les nuages électroniques chargés négativement se repoussent. Mais ce n'est pas suffisant pour expliquer cette rigidité avec laquelle la matière résiste à la compression. La véritable raison de la solidité de la matière, c'est le principe de Pauli. Lorsque vous essayez de presser deux atomes l'un contre l'autre, leurs nuages électroniques commencent à se chevaucher. Et là surgit un problème. Les électrons dans les deux atomes occupent déjà leurs états, chacun avec son ensemble de nombres quantiques. Lorsque les nuages se chevauchent, certains de ces états deviennent indiscernables. Deux électrons d'atomes différents se retrouvent dans le même état, et c'est interdit. Le principe de Pauli ne le permet pas. Pour éviter la violation, les électrons sont forcés de passer à des niveaux énergétiques plus élevés, et cela demande de l'énergie, une énergie énorme. Vous essayez de comprimer la matière, et elle résiste avec une force qui ne vient pas de ressort ou d'élasticité. La force vient d'un interdit quantique fondamental. La nature ne permet pas à deux électrons d'être dans le même état, et c'est pourquoi la matière ne se laisse pas comprimer. Ce n'est pas une métaphore, c'est l'explication littérale de la solidité. Quand vous appuyez sur une touche, quand vous vous asseyez sur une chaise, quand vous marchez sur le sol, vous ressentez la résistance non pas de la substance, mais du principe quantique. Vous sentez comment les électrons refusent de violer la loi de Pauli. Cela semble étrange, mais c'est la vérité. Toute la texture de votre expérience, toute la sensation de densité et d'impénétrabilité du monde environnant, tout cela est la conséquence de l'interdiction quantique d'indiscernabilité. Sans le principe de Pauli, vous passeriez à travers le sol, à travers la terre. La matière s'effondrerait en des points infiniment denses, mais la mécanique quantique dit non, et la matière reste raréfiée, structurée, solide. Deux principes fondamentaux sauvent l'univers. Le principe d'incertitude empêche les électrons de tomber sur les noyaux. Le principe de Pauli empêche tous les électrons d'occuper le même état. Ensemble, ils créent une matière stable, diversifiée, solide, dont est constitué tout ce qui nous entoure. La mécanique quantique n'explique pas seulement la stabilité des atomes, elle prédit des choses que la physique classique aurait déclarées absolument impossibles. L'un de ces phénomènes contredit tellement le bon sens que même les physiciens ont eu besoin d'années pour l'accepter. Il s'appelle l'effet tunnel quantique, et sans lui, il n'y aurait ni étoile, ni vie, ni l'univers lui-même tel que nous le connaissons. Imaginez un mur de béton haut, épais, infranchissable. Vous lancez une balle de tennis dessus. Que se passe-t-il? La balle rebondit. Évidemment,
elle n'a pas assez d'énergie pour percer le mur. Elle peut rebondir, elle peut rouler le long, mais passer au travers, jamais. Pour cela, il faut soit détruire le mur, soit passer par-dessus, soit le contourner, mais certainement pas passer à travers le béton solide. La physique classique est absolument certaine de cela. Si une particule n'a pas assez d'énergie pour surmonter une barrière, elle ne peut pas la surmonter. Point final. La mécanique quantique dit « Eh bien si, elle peut ». Une particule peut se retrouver de l'autre côté de la barrière, même si elle n'a pas l'énergie nécessaire. Elle passe simplement au travers, elle tunnelise, elle ne saute pas par-dessus, elle ne perce pas de trou, elle passe précisément au travers, comme un fantôme à travers un mur. Lorsque les physiciens ont rencontré cet effet pour la première fois dans des expériences, beaucoup ont pensé qu'il y avait une erreur de calcul quelque part. Mais les expériences se répétaient encore et encore. Des particules alpha s'échappaient des noyaux d'éléments radioactifs, bien qu'elles n'eussent pas assez d'énergie pour surmonter la barrière de potentiel des forces nucléaires. Des électrons passaient à travers de fines couches isolantes, où, classiquement, ils auraient dû rester coincés. L'effet tunnel était réel, et l'explication résidait dans le fondement même de la mécanique quantique. Vous vous souvenez de la fonction d'onde. Elle ne décrit pas la position de la particule, mais la probabilité de la trouver en chaque point de l'espace. Lorsque la particule s'approche de la barrière, sa fonction d'onde ne s'arrête pas net à la frontière, elle pénètre dans la barrière. Oui, à l'intérieur de la barrière, l'amplitude de la fonction d'onde décroît exponentiellement. À chaque nanomètre de profondeur dans la barrière, la probabilité d'y trouver la particule devient plus faible. Mais si la barrière est assez fine, la fonction d'onde atteint l'autre côté, sans avoir eu le temps de s'éteindre complètement. Et cela signifie qu'il y a une probabilité non nulle de trouver la particule derrière la barrière. Elle n'a pas volé par-dessus, elle ne l'a pas détruite. Elle a simplement traversé une région où classiquement elle ne pouvait pas se trouver. Elle a tunnelisé. La probabilité de l'effet tunnel dépend de l'épaisseur de la barrière et de sa hauteur. Plus la barrière est fine, plus la probabilité est élevée. Plus la barrière est basse par rapport à l'énergie de la particule, plus la probabilité est élevée. Mais même à travers une barrière très haute, il y a une chance de tunneliser. Elle peut simplement être monstrueusement petite. Par exemple, la probabilité que vous tunnelisiez à travers le mur de votre chambre existe. Mathématiquement, elle est différente de 0, mais elle est si petite que vous devriez attendre un temps dépassant l'âge de l'univers tant de fois que même les atomes de tout l'univers observable ne suffiraient pas pour écrire ce nombre. Vous êtes un objet macroscopique, constitué de milliers de milliards de particules. Pour que vous passiez à travers le mur, toutes ces particules doivent tunneliser simultanément. La probabilité de cela est inimaginablement faible. Mais pour une seule particule, pour un électron ou un proton, l'effet tunnel est un phénomène tout à fait ordinaire. La désintégration radioactive est un effet tunnel à l'état pur. Prenez un noyau d'uranium. À l'intérieur, une particule alpha, constituée de 2 protons et 2 neutrons. Les forces nucléaires la maintiennent à l'intérieur du noyau, créant un puits de potentiel. Pour quitter le noyau, la particule alpha doit surmonter la barrière de ses forces. Classiquement, elle n'a pas assez d'énergie, elle est enfermée pour toujours. Mais la mécanique quantique lui donne une chance. La fonction d'onde de la particule alpha pénètre à travers la barrière et avec une certaine probabilité, à chaque seconde, la particule alpha se retrouve à l'extérieur. Le noyau se désintègre, un rayonnement alpha est émis. Pour chaque isotope radioactif, il existe une période de demi-vie caractéristique.
pour l'uranium 238, c'est 4,5 milliards d'années. Cela ne veut pas dire que chaque noyau vit exactement ce temps-là. Cela veut dire qu'en ce temps, la moitié des noyaux a le temps de se désintégrer à cause de l'effet tunnel. Quel noyau concret se désintégrera dans la seconde suivante? Impossible de le prédire. C'est un processus purement quantique, n'obéissant qu'aux lois de la probabilité. Mais il y a un endroit dans l'univers où l'effet tunnel joue un rôle non seulement important, mais absolument critique. Sans effet tunnel, cet endroit ne pourrait pas exister. Et sans cet endroit, il n'y aurait ni vous, ni moi, ni vie du tout. Cet endroit s'appelle le cœur du Soleil. Le Soleil brûle grâce à la fusion thermonucléaire. En son centre, les protons fusionnent, formant de l'hélium. Lors de ce processus, une quantité colossale d'énergie est libérée, qui atteint finalement la surface et rayonne dans l'espace. Nous recevons lumière et chaleur. Les plantes poussent, les animaux mangent les plantes. Nous mangeons les animaux et les plantes. Toute la biosphère de la Terre existe grâce à l'énergie de la fusion thermonucléaire se produisant dans le cœur du Soleil. Mais voilà le problème. Les protons sont chargés positivement. Ils se repoussent les uns les autres avec une force énorme. Pour rapprocher deux protons suffisamment pour que les forces nucléaires s'enclenchent et qu'ils fusionnent, il faut surmonter la barrière coulombienne de la répulsion électrostatique. Pour cela, les protons doivent posséder une énergie énorme. Énorme à quel point? Les calculs montrent que pour surmonter la barrière, la température dans le cœur du Soleil devrait être de l'ordre de 10 milliards de Kelvin. Les protons devraient entrer en collision à des vitesses telles que leur énergie cinétique permette de surmonter la répulsion électrostatique. Mais la température réelle au centre du Soleil est d'environ 15 millions de Kelvin, des centaines de fois moins. À une telle température, les protons n'ont tout simplement pas assez d'énergie pour la fusion. La physique classique dit « La fusion thermonucléaire dans le Soleil est impossible. Il ne peut pas brûler, mais il brûle depuis des milliards d'années. Chaque seconde, dans son cœur, des millions de tonnes d'hydrogène fusionnent en hélium. Comment? L'effet tunnel. Les protons ne surmontent pas la barrière en volant par-dessus. Ils tunnelisent à travers elle. Même à 15 millions de Kelvin, leur énergie est bien inférieure à la hauteur de la barrière. Mais la barrière a une largeur finie, et la mécanique quantique donne aux protons une chance de se retrouver de l'autre côté. La probabilité de l'effet tunnel pour une seule collision est infime. Un proton peut entrer en collision des milliards de fois avec d'autres protons et ne jamais tunnéliser une seule fois. Mais dans le cœur du Soleil, il y a un nombre inimaginable de protons. Il se produit des milliers de milliards de collisions chaque seconde. Et même, avec une probabilité de tunnelisation infime, la quantité totale de fusion réussie est suffisante pour maintenir la réaction thermonucléaire. Le Soleil brille grâce à l'effet tunnel quantique. Enlevez l'effet tunnel, laissez seulement la physique classique, et le Soleil s'éteint. La température n'est pas suffisante. La réaction ne se lance pas. L'étoile refroidit et se transforme en une boule de gaz froide. C'est la même chose pour toutes les autres étoiles. Tout l'univers plongerait dans l'obscurité. Il n'y aurait pas de lumière, pas de chaleur, pas d'éléments lourds qui sont synthétisés dans les étoiles et éjectés dans l'espace lors des explosions de supernovas. Il n'y aurait pas de planète constituée de ces éléments. Il n'y aurait pas de vie construite sur le carbone, l'oxygène, l'azote, le fer. L'effet tunnel n'est pas juste un effet quantique curieux. C'est un processus fondamental, sans lequel l'univers serait mort et vide. Mais il y a des endroits dans l'univers où même le principe de Pauli recule. Lorsqu'une étoile massive meurt et s'effondre,
la gravité devient si forte qu'elle presse littéralement les électrons dans les noyaux. Protons plus électrons se transforment en neutrons. Les atomes cessent d'exister. Il ne reste que des neutrons, densément tassés les uns contre les autres. Une étoile à neutrons. Une cuillère à café de sa matière pèse 1 milliard de tonnes. La densité est telle que le principe de Pauli pour les électrons ne fonctionne plus. Il n'existe simplement plus. Il ne reste que le principe de Pauli pour les neutrons, qui empêche l'étoile de s'effondrer davantage. Mais lui aussi a une limite. Si la masse de l'étoile est trop grande, même la pression des neutrons ne tient pas. Et alors, l'effondrement continue jusqu'à ce que se forme un trou noir. Une frontière au-delà de laquelle plus rien ne peut arrêter la compression, même les principes quantiques sont impuissants face à la gravité. Mais dans les conditions ordinaires, dans notre monde quotidien, les lois quantiques règnent sans partage. La nature quantique de la réalité est confirmée non seulement par les mathématiques et les raisonnements abstraits. Il y a des expériences qui la démontrent de manière si visuelle qu'il ne reste qu'à accepter que le monde n'est pas agencé comme nous le pensions. La plus célèbre d'entre elles a été menée dès le XIXe siècle avec la lumière, puis a été répétée avec des électrons. L'expérience des fentes de Young. Une installation simple qui détruit toutes nos représentations de la réalité. Prenez un écran avec 2 fentes étroites. Dirigez dessus un faisceau d'électrons. Derrière l'écran, placez un détecteur qui enregistre où tombent les électrons. Que vous attendez-vous à voir? Si les électrons sont des particules, de petites billes, alors ils passent soit par une fente, soit par l'autre. Sur le détecteur devraient apparaître 2 bandes, l'une en face de la première fente, l'autre en face de la deuxième. Logique, logique. Mais la réalité n'est pas aussi logique. Au lieu de 2 bandes, sur le détecteur apparaît une figure d'interférence, une multitude de bandes claires et sombres alternées. Exactement la même figure que donne l'interférence des ondes. Quand 2 ondes se rencontrent, elles peuvent se renforcer l'une l'autre à certains endroits et s'annuler à d'autres. Les ondes venant des 2 fentes se propagent, se chevauchent, créent des zones d'interférence constructives et destructives. Et les électrons créent la même figure. Ils se comportent comme des ondes. Ils passent par les 2 fentes simultanément, interfèrent avec eux-mêmes, créent un motif sur le détecteur. D'accord, direz-vous. Peut-être que les électrons interagissent les uns avec les autres en vol. Peut-être qu'ils entrent en collision, échangent de l'impulsion, et cela crée le motif. Supposition logique. Alors, les physiciens ont changé l'expérience. Ils ont commencé à lancer les électrons un par un. Un électron. Vole à travers les fentes. Impact sur le détecteur. Marque. Pause. Électron suivant. De nouveau le vol. Impact. Marque. Aucune interaction entre les électrons. Ils volent dans une solitude totale. Que doit-il se passer? Si l'électron est une particule, il passe par l'une des fentes, choisit au hasard la gauche ou la droite. Progressivement, après des milliers d'électrons, 2 bandes devraient s'accumuler sur le détecteur, mais cela ne se produit pas. Progressivement, électron après électron, point après point, sur le détecteur se dessine la même figure d'interférence, une multitude de bandes. Un électron fait un point, mais la position de ce point est déterminée par la fonction d'onde qui est passée par les 2 fentes. Chaque électron individuel interfère avec lui-même. Il ne choisit pas une seule fente. Sa fonction d'onde passe par les 2, interfère. Et la probabilité de trouver l'électron à tel ou tel point du détecteur est déterminée par le résultat de cette interférence. Dans les zones d'interférence constructive, la probabilité est élevée. Les électrons y tombent plus souvent. Bande claire. Dans les zones d'interférence destructive, la probabilité est faible
les électrons y tombent plus rarement. Bande sombre. Mais chaque électron concret fait un point. Où exactement? Impossible de le prédire. Seulement la probabilité. Maintenant, le plus étrange. Et si nous essayons de savoir par quelle fente est passé l'électron? Plaçons un détecteur près des fentes. Nous allons enregistrer où passe chaque électron. Maintenant, nous savons. Celui-ci est passé par la fente gauche, celui-ci par la droite. Que va-t-il arriver au motif sur l'écran? La figure d'interférence disparaît. Il reste deux bandes. Deux bandes classiques correspondant aux deux fentes. L'acte d'observation, l'acte de mesure de savoir par quelle fente est passé l'électron, détruit l'interférence. Tant que nous ne mesurons pas, l'électron passe par les deux fentes simultanément. Il existe en superposition de deux états. Il interfère avec lui-même. Dès que nous mesurons, la fonction d'onde s'effondre. L'électron se trouve soit ici, soit là. La superposition disparaît, l'interférence disparaît. La mesure change le résultat de l'expérience, non pas parce que nous intervenons grossièrement et perturbons un processus délicat, mais parce qu'avant la mesure, l'électron est une onde, et après la mesure, il est en un point concret. C'est une propriété fondamentale du monde quantique. L'expérience des fentes de Young démontre l'essence même de la mécanique quantique. Les particules sont des ondes. Les ondes sont des particules. Elles ne sont ni l'un ni l'autre au sens classique. Elles sont quelque chose de tiers, qui manifeste des propriétés ondulatoires dans certaines situations et corpusculaires dans d'autres. L'observation n'enregistre pas simplement l'état du système. L'observation crée un état déterminé à partir d'une superposition de possibles. Avant la mesure, la réalité est floue. Après la mesure, elle est concrète. Ce n'est pas une abstraction philosophique. C'est un fait expérimental, reproduit des milliers de fois avec différentes particules, dans différentes conditions, par différents chercheurs. La mécanique quantique est étrange, non pas parce que nous la comprenons mal. Elle est étrange parce que telle est la réalité. Et cette réalité étrange n'est pas juste une curiosité académique, elle est la base des technologies modernes. Sans la compréhension de la mécanique quantique, il n'y aurait pas de semi-conducteurs, pas de transistors, pas d'ordinateurs, de smartphones, d'Internet. Toute la microélectronique est basée sur des effets quantiques. Lorsque les électrons se déplacent dans un cristal semi-conducteur, ils tunnelisent à travers des barrières, occupent des zones énergétiques permises, obéissent au principe de Pauli. Le fonctionnement de chaque puce dans votre téléphone dépend des lois quantiques. Les lasers fonctionnent grâce à l'émission stimulée, un effet quantique prédit par Einstein. Lorsqu'un atome se trouve dans un état excité, un photon peut le stimuler à revenir à l'état fondamental, en émettant alors un deuxième photon, identique au premier. Ainsi se crée un faisceau de lumière cohérent. Tous les lasers, des pointeurs aux découpeurs industriels, des communications par fibre optique à la chirurgie laser, fonctionnent sur ce principe. Le microscope à effet tunnel permet de voir des atomes individuels. Une aiguille pointue est approchée de la surface à une distance de quelques atomes. Entre l'aiguille et la surface, il n'y a pas de contact. Classiquement, le courant ne devrait pas passer, mais les électrons tunnelisent. La grandeur du courant tunnel dépend de la distance avec une sensibilité incroyable. Un changement d'une fraction de nanomètre change le courant de plusieurs fois. L'aiguille scanne la surface. Le courant est mesuré en chaque point. L'ordinateur construit une carte du relief avec une précision atomique. Nous voyons la structure des cristaux, la disposition des atomes dans les molécules, les défauts dans le matériau. L'effet tunnel quantique, cet effet qui semblait impossible, est devenu un instrument de connaissance à l'échelle atomique. Les disques durs des ordinateurs
utilisent des effets quantiques pour stocker des données. Les domaines magnétiques, les bits d'information, basculent grâce au spin des électrons. La mécanique quantique détermine à quelle vitesse et avec quelle fiabilité on peut écrire et lire l'information. La photosynthèse chez les plantes utilise la cohérence quantique pour un transfert d'énergie incroyablement efficace de la chlorophylle au centre réactionnel. La nature a maîtrisé la mécanique quantique bien avant que nous n'inventions l'équation de Schrödinger. Actuellement, on développe des ordinateurs quantiques. Les ordinateurs classiques travaillent avec des bits qui prennent la valeur soit 0, soit 1. Les ordinateurs quantiques utilisent des qubits, qui peuvent se trouver en superposition des deux états simultanément. Un qubit porte simultanément 0 et 1. 2 qubits portent 4 états simultanément. 10 qubits, 1024 états. 300 qubits, plus d'états que d'atomes dans l'univers. Le potentiel de puissance de calcul est colossal. Mais créer des qubits stables, les protéger de la décohérence, les forcer à interagir de manière contrôlée, c'est monstrueusement complexe. C'est un défi d'ingénierie à la limite du possible. Mais si nous y parvenons, les ordinateurs quantiques pourront résoudre des tâches inaccessibles à n'importe quel superordinateur classique. Modélisation de molécules pour créer de nouveaux médicaments, cassage des cryptages modernes, optimisation des réseaux logistiques, apprentissage automatique d'un nouveau niveau. Et cela nous amène à la question la plus étrange, à la question qui jusqu'à présent n'a pas de réponse univoque. Qu'est-ce que la mesure ? Nous avons dit que l'électron est étalé dans un nuage de probabilités tant que nous n'avons pas mesuré sa position, et après la mesure, il se retrouve en un point concret. La fonction d'onde s'effondre, la superposition disparaît. Mais qu'est-ce qui provoque exactement cet effondrement ? L'acte d'observation, l'interaction avec l'instrument de mesure, la conscience de l'observateur. Les physiciens en débattent depuis déjà 100 ans. L'interprétation de Copenhague de la mécanique quantique, proposée par Bohr et Heisenberg, affirme « La fonction d'onde est tout ce que nous pouvons savoir sur le système. Avant la mesure, l'électron n'a pas de position déterminée. La position surgit au moment de la mesure. Mais cette interprétation laisse ouverte la question du rôle de l'observateur. Einstein ne pouvait pas s'y résoudre. Il demandait « La Lune n'existe-t-elle vraiment pas quand personne ne la regarde ?» Il existe d'autres interprétations. L'interprétation des mondes multiples dit que la fonction d'onde ne s'effondre jamais. Au lieu de cela, à chaque mesure, l'univers se divise en une multitude de versions parallèles. Dans une version, l'électron est détecté ici, dans l'autre là. Toutes les possibilités se réalisent, mais dans des mondes différents. Nous ne percevons que la branche dans laquelle nous nous sommes retrouvés. L'interprétation de de Broglie-Bohm suppose que les particules ont tout de même des positions et des trajectoires déterminées, mais elles sont pilotées par une onde pilote que nous ne pouvons pas observer directement. Chaque interprétation donne des prédictions identiques pour les résultats des expériences. Elles sont indiscernables empiriquement. C'est une question de philosophie et non de physique. Ou tout de même de physique, parce que l'interprétation détermine ce que nous considérons comme réel. Existe-t-il une réalité objective indépendamment de l'observateur ou la réalité se crée-t-elle dans le processus d'observation ? La mécanique quantique nous force à revoir la notion même d'existence. Avant la révolution quantique, nous pensions que les objets possédaient des propriétés indépendamment de la mesure. L'électron se trouve quelque part, même si nous ne savons pas où. Il a une vitesse, même si nous ne l'avons pas mesuré. La mécanique quantique dit « Non, les propriétés surgissent lors de la mesure. Avant la mesure, il n'y a que la potentialité, un nuage de possibilités.
L'électron ne se trouve pas quelque part concrètement, il se trouve en superposition de tous les lieux possibles. Et seule l'interaction avec le monde macroscopique, la décohérence, force ce brouillard quantique à se condenser en une certitude. Nous vivons à la frontière entre les mondes quantiques et classiques. Les objets microscopiques, électrons, atomes, molécules, obéissent aux lois quantiques. Ils sont flous, probabilistes, paradoxaux. Les objets macroscopiques, tables, chaises, humains, étoiles, se comportent classiquement. Ils sont définis, déterministes, prévisibles. La frontière entre eux n'est pas nette. Nous ne savons pas exactement où finit le monde quantique et où commence le classique. Voici le paradoxe. Nous sommes nous-mêmes constitués de particules quantiques. Chaque atome dans notre corps obéit aux lois quantiques. Les électrons dans nos molécules existent comme des nuages de probabilité. Mais nous ne ressentons pas la superposition. Nous ne sommes pas étalés dans l'espace. Nous sommes définis. Pourquoi ? Parce que nous sommes trop grands, trop complexes, nous interagissons trop avec l'environnement. La décohérence se produit instantanément. L'incertitude quantique fait une moyenne sur des milliers de milliards de particules, et à la sortie, on obtient un monde classique. Mais à la base de tout se trouve l'étrangeté quantique. La réalité est fondamentalement probabiliste. La certitude est une illusion naissant d'un nombre énorme d'incertitudes quantiques. Nous pensons que nous vivons dans un monde où les objets ont des propriétés, où les événements ont des causes, où le futur est déterminé par le passé. Mais en réalité, nous vivons dans un monde où exister signifie être étalé, où les propriétés naissent lors de l'observation, où le futur est par principe imprévisible. La mécanique quantique n'est pas juste une théorie étrange. C'est la description de comment est agencée la réalité au niveau le plus profond. Nous avons commencé par la question de savoir pourquoi l'univers existe. La physique classique l'avait condamné à un effondrement immédiat. Les atomes ne peuvent pas être stables, la matière ne peut pas exister. Mais l'univers a obstinément ignoré la condamnation, et il s'est avéré que la physique classique est simplement inapplicable au micromonde. Au niveau des atomes agissent d'autres lois, les lois quantiques. Des lois qui nous semblent étranges et paradoxales, mais ce sont précisément elles qui rendent possible l'existence de la matière. Le principe d'incertitude sauve les électrons de la chute sur les noyaux. Le principe de Pauli crée la diversité des éléments et la solidité de la matière. La nature ondulatoire des particules explique la stabilité des atomes. Sans ces principes quantiques, l'univers se serait effondré dans le néant. Mais grâce à eux, la réalité est stable, diverse, structurée. Nous sommes en vie grâce aux lois quantiques. Chaque battement de cœur, chaque pensée, chaque instant d'existence n'est possible que parce que, dans le micromonde, règnent non pas les lois de Newton et Maxwell, mais les lois d'Heisenberg et Schrödinger. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne Le Scientifique Somnolent. Ici, nous décortiquons les mystères les plus étonnants de l'univers et montrons que la réalité est bien plus étrange que n'importe quelle science-fiction.